Très bien, bonjour tout le monde. Vous êtes bien sur Mission Possible et avec Mission Possible et avec Brigitte Martinez. Je suis ravie de vous accueillir, bien sûr, comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. J'ai un événement inopiné demain soir et j'ai donc proposé de faire cette session aujourd'hui en après-midi pour pouvoir aborder le sujet de cette semaine, nos peurs. Nos peurs, quel poison. Et finalement, le format que je vous avais proposé était un question-réponse. Donc, n'ayant pas reçu vos questions, je vais vous remplacer, vous représenter et en bonne ambassadrice, essayer de balayer le sujet de la peur. Alors, tout le monde, et nous avons tous, à un moment donné de notre vie, connu la grande peur ou une grande peur. Nous avons tous, à un moment donné, grandi au travers de nos peurs. Et nous avons tous eu des moments où nous avons été freinés et bloqués par la peur. La peur de perdre un ami, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas pouvoir s'offrir ce que l'on désire, la peur de ne pas être reconnu ou la peur de tomber malade. Et toutes ces peurs sont quelque chose qui nous accompagne depuis notre enfance, dans la cour de l'école et jusqu'à notre adolescence, pendant nos examens et plus tard, pendant notre évolution et notre franchissement des étapes de notre vie. Alors, bien entendu que ces peurs sont là, elles font partie de notre vie et elles font partie de notre humanité. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Donc, ces peurs font partie de notre humanité, elles font partie également, bien entendu, bonjour Déborah, j'ai manqué à tous mes devoirs, ces peurs sont une partie intégrante de notre évolution. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'humain, il est très intéressant de voir le rôle que joue la peur dans notre passé lointain. Il y a des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années. Notre vie et notre précarité face à l'immensité de l'univers a fait que notre peur était un système d'alarme utile, une limitation qui pouvait jouer le rôle de conseil. Et finalement, aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons les mêmes peurs. Et ces mêmes peurs n'ont pas forcément les mêmes déclencheurs. Il fut un temps où le déclenchement d'une peur, c'était de ne pas pouvoir tenir longtemps accroché à un arbre avec une famille de lions ou de fauves au pied de l'arbre et de s'inquiéter pour cela. Et bien entendu que dans notre évolution, et je n'aborderai pas ce sujet dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais qui m'intéresse fortement, nous avons développé des capacités, nous avons un système nerveux central qui est bien entendu en grande partie notre cerveau et qui a été une partie importante de notre physiologie. C'est un outil qui prend beaucoup de place, qui est imposant et qui, par rapport à d'autres espèces sur cette planète, nous a permis de développer une intelligence, une perception, une acuité, une observation très qualitative. Et ce système nerveux central est constitué de plusieurs parties dans notre cerveau, nos lobes, notre cortex préfrontal en fait partie. C'est la partie la plus évoluée de notre être. Et notre mental, notre capacité à raisonner et à nous projeter dans le futur est bien entendu positionné dans cet espace. Il est ici, derrière votre front, et il vient s'appuyer sur tout le fonctionnement du système nerveux qui est en fait votre moelle épinière, votre cervelet et vos deux lobes qui sont la constitution entière de votre être.
et de votre être vivant, c'est-à-dire qui est capable de percevoir les informations depuis l'extérieur et l'environnement, et de transmettre cela dans ce cerveau à des parties très spécifiques, à des lobes très spécifiques qui vont être dédiés à la transformation de cette information en potentiel de réflexion, en potentiel de réaction, en potentiel d'activation d'un autre système important, le système nerveux autonome, végétatif, qui est votre frein, votre accélérateur. Alors, bien entendu que la différence entre cette époque où nous avons graduellement spécifié notre potentiel, nous avions des dangerosités de nature différentes de la nôtre. Notre corps, déjà, était beaucoup plus puissant que celui que nous avons aujourd'hui. Nous étions des coureurs, nous étions capables de tenir et de persévérer dans l'effort, et aujourd'hui, nous le sommes nettement moins. Nous le sommes bien entendu, avec une dédicace pour cette partie de notre être qui est le créateur de pensée, le créateur de projection vers le futur. Et c'est une de nos spécificités. Nous avons ce potentiel d'aller nous imaginer vivre au-delà de aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oh là là, où elle nous embarque là, nous on est là pour parler de la peur. Ben oui, vous imaginez bien que entre vous ici et maintenant et vous dans le futur, il y a bien entendu une relation à la peur qui est très intéressante. Et si nos ancêtres très éloignés étaient des personnes qui étaient en permanence assujetties à la peur pour des raisons domestiques, dans le sens où dans leur réalité quotidienne, ils étaient confrontés à des animaux, à des conditions climatiques, aussi à des communautés différemment organisées que la sienne propre ou la nôtre propre. Et donc, nous avions à ce moment-là tendance à développer ce signal pour des raisons très, très riches. Aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de choix dans notre vie pour avoir peur. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a des peurs qui sont des peurs majeures, la peur d'être délaissé par les autres, la peur de ne pas être reconnu et donc d'être finalement à un moment donné pas très intéressant pour notre communauté. Et à ce moment-là, la peur qui surgit, c'est celle d'être abandonné, d'être laissé, délaissé, rejeté. Et cette peur d'être rejeté est une peur très importante chez l'humain. C'est une peur qui va faire que nous allons très souvent sacrifier nos désirs, nos visions, nos objectifs et nos nécessités, nos besoins. Et là, je parle du cœur. Nous avons un cœur qui nous connaît parfaitement, qui reçoit les informations beaucoup plus vite que ne le fait le cerveau. Et ce cœur nous connaît et sait ce qui est juste pour nous. Et finalement, il a une interprétation très rapide de l'information. Et quand nous lui faisons ce que nous faisons très souvent, nous lui tournons le dos dans un sens où nous ne l'écoutons pas, il se passe la chose suivante, c'est qu'il y a un relais qui est pris par une autre partie de notre être. Cette autre partie, c'est notre mental. Et dans ce mental, il y a une partie très intéressante qui est l'ego, qui est la partie analytique, qui s'appuie sur ce que l'on connaît, ce que l'on sait, ce que l'on a déjà vécu, ce que l'on croit de nous. Et finalement, cette partie-là de notre être est une partie majeure puisqu'elle fait partie de notre unicité, notre spécificité, c'est la capacité de communiquer, de communier avec les autres au travers du langage, de fédérer, d'être aussi des leaders et donc de pouvoir convaincre. Et c'est très important de pouvoir convaincre. C'est très important parce que cela fait de nous quelqu'un d'intéressant et de serviable pour le plus grand nombre. Et à partir de ce moment-là, on devient une valeur
importante pour la communauté, si communauté nous avons, soit notre famille, soit notre immeuble, soit notre quartier, soit notre famille de pensée, soit notre famille professionnelle. Et finalement, c'est très important pour nous de pouvoir, par le langage, communiquer, communier et convaincre. Et cette peur du rejet, elle est très importante parce que notre parole et notre verbe s'expriment depuis notre gorge. Notre chakra gorge est un centre énergétique important, un vortex important qui nous est complètement dédié à pouvoir témoigner de notre créativité. Et notre créativité est absolument puissante quand nous sommes dans l'état nécessaire pour être créatif. Je n'entrerai pas ici trop avant dans ce sujet-là, puisque cela m'amènerait à m'en éloigner un peu trop de celui de la peur. Donc, sachez simplement que cette peur du rejet est une peur aussi de finalement être laissé pour compte et d'être abandonné. La peur de l'abandon est très certainement dans l'évolution de l'être humain l'un des pièges les plus difficiles à déceler. Et pourquoi? Eh bien parce que quand vous commencez à réussir et que vous commencez, on va prendre un exemple que tout le monde va comprendre. Aujourd'hui, vous gagnez 100 € par mois. Vous vivez dans une partie de la planète où c'est considéré comme étant un niveau de vie acceptable pour pouvoir subvenir aux besoins d'une petite famille. Vous êtes dans un cadre donné et vous avez dans votre scan, dans votre scanner, je dirais dans votre façon de percevoir et de balayer votre environnement, des peurs majeures. La peur de manquer, etc. Mais effectivement, si du jour au lendemain ou graduellement dans votre réussite, dans votre persévérance, parce que vous avez des talents et que vous avez plein d'idées et que vous êtes créatif et parce que la vie pour vous, c'est quelque chose qui, même avec ces 100 € par mois, vous permet d'apprécier la vie, vous allez automatiquement vous autoriser à vivre des séquences qui vont être des séquences de mettre en avant vos dons, vos talents, etc. Et ou tout simplement vous attirer des opportunités. On ne va pas rentrer non plus là-dedans, mais on va prendre cet exemple et on va l'accepter comme étant un exemple efficient. Eh bien, à ce moment-là, vous allez finir par évoluer, n'est-ce pas? Vous allez passer et commencer à pouvoir offrir à vos enfants des nouvelles chaussures, de nouveaux outils pour aller à l'école. Vous allez peut-être même pouvoir acheter un vélo et les accompagner, etc. Et puis finalement, vous continuez votre évolution et vous êtes dans un village. J'ai pris bien entendu volontairement cet exemple très caractéristique et très caricaturé. Et dans ce village, vous étiez à la périphérie du village et vous avez toujours convoité de vous approcher de la hutte ou de la maison ou de la maisonnée du chef de la communauté. Eh bien, à un moment donné, quand vous aurez offert les livres à vos enfants que vous avez fini par trouver, le vélo et que vous aurez cette satisfaction, vous allez pouvoir finalement, parce que vous avez gagné 3 fois plus que vous ne le gagnez avant, que vous ne le gagnez avant, pardon, vous allez finalement vous autoriser à prendre un petit espace au cœur du village pour pouvoir montrer ce que vous faites ou vendre ce que vous produisez. Et à ce moment-là, vous vivez une expansion, même si elle est d'une échelle raisonnable, elle est importante par rapport à la réalité de votre communauté. Et puis finalement, à un moment donné, vous vous rendez compte que si vous faisiez ça dans d'autres villages, ce serait tellement magnifique parce que vous avez un de vos enfants qui a des dons et des talents et qui mériterait d'aller à la capitale pour étudier et pour cela, vous avez 5 à 6 ans pour vous préparer. Et bien entendu, ça devient votre pourquoi, ça devient votre inspiration. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien finalement, vous décidez d'aller occuper votre temps à vendre ailleurs
que là où vous êtes seulement. Et vous commencez à fédérer votre épouse, votre nièce, votre tante, qui sont des chefs de famille importantes et qui vont venir faire les ventes pour vous. Et vous entretenez tout d'un coup une vision de votre développement tellement grand que vous vous retrouvez à avoir plusieurs villages dans votre escarcelle et dans votre réseau. Et finalement, vous gagnez ce chiffre que vous avez tant rêvé, qui est le 1000 € au bout de quelques années. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans votre village. Quand vous entrez en fin de journée, que vous avez travaillé plus de 10 heures, vous entendez les femmes chuchoter. Vous commencez à voir les portes se fermer. Vous commencez le dimanche ou le samedi ou le vendredi quand vous êtes en vacances pour vous, c'est-à-dire que vous faites vos comptes, que vous mettez de l'ordre, que vous éduquez vos enfants. À ce moment-là, vous voyez les enfants revenir avec une mine un peu triste et vous raconter des histoires en vous disant qu'on n'a pas voulu les garder pour le goûter. Et finalement, on n'a pas voulu qu'on joue avec nous trop longtemps. Et finalement, vous commencez à vous sentir quelque peu différent des autres. Et à ce moment-là, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit de considérer que effectivement, vous avez fait un chemin et une évolution qui font de vous quelqu'un de différent et de rester dans votre bienveillance et de ne pas en tenir compte et de continuer votre évolution. Ou bien de vous dire que peut-être que quelque chose vous a échappé et d'aller mener votre enquête et de vous rendre compte que des gens sont très, très déçus de vous, de votre éloignement, de votre réussite. Et de vous, votre part, vous poser la question et de vous dire mais pourquoi sont-ils si déçus? Eh bien, là, je me permettrai de faire une petite parenthèse. C'est très difficile de voir les autres réussir et de ne pas admettre, de se poser cette question, pourquoi pas moi, et d'avoir l'honnêteté de se dire, ben, c'est peut-être parce que je n'ai pas fait ce qu'il a fait, et je n'ai peut-être pas fait ce que moi j'aurais dû faire, parce qu'il n'est pas temps de se comparer, bien au contraire, mais de se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire. Et beaucoup de personnes sautent cette séquence et préfèrent finalement ne pas se poser la question et se dire que il a de la chance et c'est pas juste, et pourquoi lui et pourquoi pas moi? Et là, on entre dans une mécanique de jalousie, de convoitise et donc d'ignorance, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que ces personnes-là, dans le village, ignorent leurs propres dons et leurs propres talents et vont commencer à critiquer. Et les enfants perçoivent. Les petits commencent à ressentir le changement des comportements entre eux et cela vient refléter le changement des adultes. Et on se retrouve dans ce village qui se met à chuchoter. Que va-t-il se passer chez cet homme? Eh bien, il va, selon sa nature, et nous sommes tous uniques, vous êtes bien d'accord, il va tout d'un coup se retrouver à se poser des questions et se dire « Mon Dieu, ils ont peut-être raison. J'ai peut-être été trop ambitieux, en fait ma vie elle est ici, ils m'ont toujours aimé, ils m'ont toujours aidé, pourquoi je leur tourne le dos? Pourquoi à ce moment-là je ne me contente pas de mes 2 chèvres, de mon petit âne, de mon vélo, de mes enfants? Et puis pourquoi je veux qu'ils aillent à l'école? Ils sont très bien ici. » Et là, il n'y a pas de bien et de mal. Et ça, c'est très important. Ce qui est important, c'est de savoir comment va devenir cet homme qui va se dire cela et qui va le mettre en application. Eh bien, au début, il va trouver ça bizarre, il ne va plus aller dans ses villages, bien entendu, il aura un peu moins de sous, mais il s'en fout parce qu'il est parti du principe qu'il est très heureux comme ça. Et puis finalement, il se rend compte que ce n'est pas le fait qu'il n'ait pas plus d'argent qui l'embête, c'est qu'il a abandonné son rêve. Et finalement, il a 2 options de nouveau. Soit de continuer à se saboter au niveau de son cœur, parce que c'est de ça dont on parle. On ne parle pas ni de ses dons, ni de ses talents, ni de son business, ni de son réseau. On parle de son cœur. Et à ce moment-là, pour répondre au chantage émotionnel auquel sont addicts les gens du village,
il va sacrifier son chant du cœur. Et il va se mettre à répondre aux attentes des personnes qui ont été beaucoup moins aimantes d'elles-mêmes, qui ont beaucoup moins écouté leur cœur. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nier sa propre écoute et il va redescendre au niveau des personnes qui ne s'écoutent pas. Que va-t-il lui arriver? Il va être challengé. Il va être challengé parce que l'univers va venir vérifier, bonjour Viviane, il va vérifier que cet homme a bien compris l'importance de son cœur, de ses besoins, de ses nécessités. Et donc, c'est très important de comprendre que la peur de l'abandon, du rejet et la culpabilité va être un élément très important, et je vais en reparler tout à l'heure dans le mécanisme et la mécanique de la peur. La culpabilité est une séquence de la peur qui est très intéressante. En fait, c'est l'ambassadeur, une ambassadrice de la peur quand on ne sait pas qu'on a peur. Et en fait, ces gens ont peur de prendre le risque de se dépasser, de se tromper, d'avoir des échecs, de s'éloigner de ce qui les rassure, parce qu'ils ont d'autres peurs qui les nourrissent encore et qui leur font avoir cette addiction au lieu, à l'inchangé, au passé. Et lui a fait le choix d'aller vers l'inconnu, l'imprévisible, la créativité. Et c'est pour cela que j'ai pris cet exemple. C'est parce qu'à un moment donné, une peur, elle ne va pas être juste quelque chose que vous pensez et qui fait peur, mais c'est quelque chose qui va agir dans vos choix, qui va venir interférer avec votre évolution et qui va à un moment donné venir vous faire le choix de l'évolution ou de la destruction, du sabotage. Donc, à un moment donné, il faut bien que vous soyez conscient que les peurs dont on va parler, celle-ci était la première, il y a bien entendu une seconde peur qui est importante. C'est, pour finir l'histoire de cet homme dans ce village, à un moment donné, il va avoir un dilemme à résoudre parce que son cœur va l'éveiller et son cœur va lui dire mais tu peux, tu vas servir des gens, d'autres personnes, et il va commencer à avoir un pourquoi, une motivation pour, au-delà de celle de ses enfants et pour lui, pour les autres. Et finalement, il va se poser la question. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais être à la hauteur de laisser derrière moi mon passé, de me créer un présent en impliquant la perception de ma famille, son vécu, son ressenti. Est-ce que je vais être capable de compenser ça à moi tout seul? Est-ce que je vais être capable de prouver à moi-même que c'est juste et pour le retour à sa peur première, de prouver à tous que j'avais de bonnes intentions? Et là, c'est vraiment une peur étonnante parce que est-ce que je mérite? Vous savez qu'il y a des gens qui vont jusqu'à même se demander s'ils méritent de respirer. Ça a été mon cas. J'ai passé 7 ans sous respirateur, pas régulièrement et pas tout le temps, mais avec régulièrement de la respiration artificielle. J'avais l'impression que je ne méritais pas de respirer. Et ce n'était pas toujours conscient, ça l'est devenu à un moment donné, mais il faut savoir que la peur de ne pas mériter, c'est quand vous vous rendez compte que les gens que vous aimez ne vous donnent pas ce que vous avez attribué à la preuve que l'on vous aime. Et il suffit que les gens vous donnent de l'amour sous une autre forme et que vous ne le compreniez pas, soit parce que vous n'avez pas cette sensibilité-là, soit parce que c'est justement pas vous et que ce sont eux et que c'est pas, ils n'ont pas vécu les mêmes choses que vous. Et bien à ce moment-là, vous allez vous sentir incapable de leur plaire et d'être aimé par eux. Et c'est quelque chose de très très difficile parce que ne pas mériter va faire que vous n'allez pas vous sentir légitime et donc méritant, et vous n'allez pas vous sentir digne de leur amour, digne d'être aimé, digne d'aimer. Comment vous pouvez aimer quelqu'un
Et comment vous pouvez aller en tant que, en reprenant l'image de ce monsieur, ce personnage, comment peut-il aller vers son village et leur dire qu'il les aime si lui n'est pas capable de se sentir aimé? Il n'aura jamais cet élan, il ne pourra pas le vivre pleinement ou complètement, en tout cas de façon authentique. Et c'est très important de voir que depuis le rejet jusqu'à l'estime de soi et jusqu'à cette dignité, cette rectitude dans l'amour, il y a tout notre potentiel. Alors c'est intéressant hein, parce que ce potentiel, quand il est mis à défaut par la peur et que la peur est là comme un signal, mais qui, quoi, où, pourquoi ce signal? Et c'est de ça dont je vais vous parler. Et dans le titre de cet événement, j'avais bien précisé quel poison. Ben, quel poison, pourquoi? Parce que en réalité, c'est un poison que vous avez ingéré dans le sens où ça se passe à l'intérieur de vous. Alors les gens vont dire, bah non, s'il y a un lion qui débarque, ça ne vient pas de moi. Alors ça, on pourrait en reparler, mais parce qu'on pourrait se demander pourquoi vous êtes attiré à un lion, même si ce n'est pas un lion, mais que c'est un contrôle des impôts ou un gros bobo, etc. Donc on pourrait aller un petit peu plus loin, mais ce n'est pas le propos ce soir. Vous attirez un lion, bah, vous allez avoir bien entendu du peur. C'est une conséquence, n'est-ce pas? Mais vous pouvez avoir un lion qui débarque parce que vous avez peur. Et vous pouvez avoir des problèmes parce que vous avez des peurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous avez peur, vous entretenez tout ce que vous pensez de vous. Je ne suis pas capable, je ne pourrais pas. Faire ceci est dangereux, faire cela est nuisible ou autoritaire, etc. C'est-à-dire que tout d'un coup, vos peurs qui sont en vous deviennent des nourrices pour quelque chose qui est assez intéressant, qui sont des croyances. Et vos croyances, finalement, vont nourrir vos peurs. Et vous êtes dans quelque chose d'assez intéressant puisque là, vous avez votre petit piège bien douillé et vous essayez d'exister au travers de ça. Alors, il faut comprendre. Ce chef du village, qui a la chance d'être au milieu du village, il a ses propres peurs. Et il a un monsieur qui est en périphérie du village, qui a dépassé ses peurs et qui s'est retrouvé en train d'évoluer et de s'attirer la même attention que le chef du village. Eh bien, à un moment donné, il va y avoir une dualité entre le chef du village et ce monsieur. Et ce chef du village, lui, aura aussi des peurs. La peur de ne pas être aussi important que l'autre et donc de finalement être oublié. Et donc, la peur est un signal que nous envoyons les uns aux autres qui font que nous créons une réalité autour de ça. Et autour de ces peurs, nous allons poser avec notre être, c'est-à-dire nos pensées et nos émotions, nous allons commencer à porter notre attention sur ces ressentis et sur ces filtres, ces perceptions, et nous allons finalement passer pour des gens courageux ou peureux, et nous allons finalement aller un petit peu plus loin, nous allons finir par avoir des actions très bienveillantes ou malveillantes. Et ceci dépendant de chaque personne qui nous regarde au travers du cône de sa propre peur. Vous imaginez, hein, ça devient complexe. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'à partir du moment où vous faites péter une peur chez quelqu'un, vous voyez les conséquences que ça peut avoir sur les autres. Alors, c'est quoi une peur? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je voulais commencer cette conférence par cette petite narration. Au tout départ, la peur était là pour nous faire avoir au niveau de notre physiologie un changement et une transformation qui nous permettent d'activer le maximum de notre potentiel et d'aller fuir ou d'aller combattre. Pour sauver notre peau, celle de notre famille, ou alors fuir pour aller échapper à quelque chose de plus grand que nous. Et ce signal-là, il est toujours là en nous, il fait partie de notre ADN dans le sens large du terme, il fait partie de notre constitution et de notre fonctionnement. Le truc, c'est que dans notre société aujourd'hui,
au lieu de passer une semaine cool, d'aller chercher des petites baies dans la forêt et puis de se retrouver face à une petite vipère et de passer en mode peur et courir et sauter et fuir et de mettre 4-6 heures à retrouver notre rythme cardiaque normal, notre pression artérielle normale, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se lève avec la peur au ventre, on va bosser avec la peur de quelque chose, on rentre manger en ayant peur de mal manger ou de manger ce qu'il ne faut pas, on retourne au boulot en ayant peur de ne pas avoir fait assez de choses, on sort du boulot, on a peur de ne pas avoir fini, on ne sait pas si on n'a pas peur de savoir refaire ça le lendemain, et puis finalement on rentre à la maison, on a peur de fâcher ou de ne pas pouvoir gérer les factures qui sont en place. Et puis ensuite, on va avoir peur de l'avenir de nos enfants. Et puis on va avoir peur de notre état selon ce que nous dit notre société, que ce soit pour des maladies, etc. Et en fait, on est tout le temps dans la peur. On est tout le temps en référentiel avec ce signal qui est là pour nous dire quelque chose. Et savez-vous ce qu'il veut dire, ce signal? Ce signal, il est là pour nous dire « Hey, oh, tu vas en prendre plein la gueule. Tu vas en prendre plein la figure. T'es mal barré. Ne crois pas que tu vas jouer les King Kong. Tu vas t'écrouler. Tu vas crever. Tu vas mourir. Tu vas pas exister. Tu vas pas pouvoir exister. Tu ne peux pas. Tu n'as pas l'énergie, le potentiel, la force, l'expérience, le courage, la persévérance, le temps, l'âge. Et en fait, vous passez votre temps avec ces signaux qui nous viennent tout simplement de notre ego. Et notre ego, dans sa générosité analytique, considère que son plus grand danger, c'est de perdre la figure, de disparaître, d'être effacé par soit votre corps, soit votre cœur, soit ce que vous attirez, qui sont vos circonstances extérieures. Et il est terrorisé, c'est le cas de le dire, et il déteste imaginer être inexistant. Et à ce moment-là, il va solliciter une part de notre être qui est en mode autopilote, une performance en soi, c'est notre système nerveux autonome. Il va activer en vous, c'est une image, l'accélérateur. Cet accélérateur va bien entendu vous mettre en situation de plein potentiel. Toute votre vascularisation va changer, votre chimie du corps va changer, votre acuité va changer. Vous allez arrêter d'être intelligent, vous allez arrêter de digérer, vous allez arrêter d'être en mode de défense immunitaire. Vous allez basculer dans un état d'hyper-focalisation, d'hyper-concentration de tous vos potentiels dans une seule direction. Mais il ne s'arrête pas là. En même temps, il vous bloque. Il met le frein à main. Vous avez déjà conduit une voiture pour la plupart d'entre vous. Et vous savez ce qui se passe quand on accélère et qu'on freine avec la main également. La voiture se met à sauter et la voiture cale ou le moteur grille. Eh bien, c'est ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert. Je lui demanderai gentiment de vouloir éteindre son micro car j'entends les clics-clacs du clavier. Merci, ce serait adorable. Et donc, à ce moment-là, quand vous êtes en pleine expansion de votre frein et de votre moteur à la fois, vous imaginez l'effet que cela peut avoir sur votre physiologie. Vous allez avoir d'une part les glandes surrénales qui vont être complètement engagées et d'autre part, vous allez avoir tout le système parasympathique qui va freiner le corps avec un système hormonal qui va être dédié à répondre à ces deux demandes
avec une thyroïde qui va être sollicitée, votre thymus et votre système immunitaire va être mis en sourdine et votre intelligence à ce moment-là, au pic de la peur, est vraiment presque éteinte. C'est-à-dire que vous êtes en train de devenir stratège, mais dans une stratégie de fuite et de combat. Donc, vous êtes dans une limitation de votre potentiel et vous allez avoir, bien entendu, une respiration, une posture qui va accompagner tout cela. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Bien, en fait, c'est de l'énergie. Et la peur, c'est de l'énergie. Et il y a une chose très intéressante, c'est que beaucoup de gens ont peur d'avoir peur. Et ils ont peur d'avoir peur parce qu'ils ne savent pas comment faire avec ça. Eh bien, la première chose à faire, c'est de ne pas essayer de combattre la peur parce que ça l'amplifie. La première chose à faire, c'est de regarder la peur dans les yeux. OK? Et quand vous regardez votre peur dans les yeux, vous lui dites « De quoi j'ai peur ?» J'ai peur de perdre. Qui? Quoi? OK. Tu as peur de perdre quelqu'un que tu aimes? OK. Eh bien, il va falloir que tu acceptes de perdre cette personne. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, un jour tu perdras cette personne. De toute façon, cette personne disparaîtra. Avant toi, après toi, peu importe. Mais tu es en train de nourrir une fantaisie, un fantasme d'éternité concernant quelqu'un et en ayant peur qu'il parte. Tu es en train de focaliser sur ce que tu ne veux pas. Tu es en train de nourrir je vais prendre une autre image, le loup malade, alors que le loup en pleine santé, c'est-à-dire l'hypothèse de cet être qui peut vivre heureux et vieux et très vieux et longtemps et en pleine forme, tu ne la nourris pas. Tu fais le choix de nourrir l'autre loup, le loup qui a déjà une patte cassée, parce que ça fait 10 ans que tu penses à ça. Le loup qui a peu de poils, parce que ça fait des mois et des mois que tu le visualises comme ça, et que tu entretiens de la pitié pour ce loup. Et finalement, il se passe quelque chose d'intéressant quand on projette nos peurs. C'est qu'on plonge les autres dans cette peur. Et on active les peurs de façon absolument subconsciente. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde comment fonctionne une peur et cette création mécanique énergétique de l'ego, c'est que dès qu'on regarde la peur en face et qu'on dit « Ok, j'accepte. J'accepte. » Je n'ai pas dit que c'est facile de transcender sa peur. C'est savoir faire tourner cette énergie. Et de savoir faire tourner cette énergie, de la regarder dans les yeux et de voir le prix à payer. À tel point que quoi j'accepte de perdre? Quelles vont être les choses qui vont transformer ma vie? Quelles choses vont évoluer dans le bon sens dans ma vie malgré tout? Et finalement de se confronter à ça. Et même si je n'arrive pas encore à l'accepter, d'arriver à dépasser le raisonnement pour aller se dire « Ok, j'accepte ». Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'étonnant, c'est que la peur disparaît. Je l'ai testé, la première fois je l'ai tenté en me disant ça ne va pas marcher. Je l'ai testé tellement de fois. Et avec certains de mes clients, on s'est presque amusé de voir comment, waouh! Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que juste au-dessus de la peur, il y a un truc magique. Dès que vous acceptez de vous confronter à votre peur et de la regarder dans les yeux, ok, j'accepte. Et il sera plus là. Et alors, et quoi? Ok, oui, je vais souffrir. Oui, je vais avoir peur d'être seule. Et puis, je serai seule. Et donc, quoi? Qu'est-ce que je n'aurai pas? Qu'est-ce que j'aurai? Je l'accepte. Je suis ok avec ça. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'étonnant, c'est que il y a un passage qui est un passage à la certitude. Un passage à une extrême détermination. Eh bien, je ferai ça. Eh bien, j'aurai ça.
eh bien, je me dirai ça, eh bien, je ne ferai plus ça. Et là, il y a un momentum qui se met en place, qui est un momentum très intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que le deuxième appui de mon mental, de mon ego, pour créer la peur, à part le système nerveux autonome, c'est la certitude fragmentée de ma vie. Ça veut dire que c'est quand j'aurai finalement utilisé, mon ego aura utilisé un système nerveux autonome fragilisé, une certitude et une estime de moi fragilisée. Et bien à ce moment-là, il aura les deux outils pour créer la peur. Et cette certitude fragilisée, c'est quoi? C'est tous vos échecs que vous avez regardés dans les yeux en pleurant, au lieu de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai dépassé? Quel talent, quelle partie de moi j'ai comprise? Qu'est-ce que j'ai découvert? Qui j'ai rencontré? Quoi j'ai vu que je n'aurais jamais vu? Quoi j'ai fait que je n'aurais jamais pu accomplir? Et quand vous êtes là, vous recréez et reconstituez votre niveau de certitude. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi, je n'ai pas le courage de regarder mes peurs en face. Je n'ai pas le courage de me dire ceci ou cela. Alors moi, je vais vous dire, hein, il y a 15 jours, j'ai failli perdre mon époux. Il a fait une crise cardiaque, je n'étais pas là, il rentrait d'un voyage en Inde. Moi, j'étais en train de faire du coaching à Marseille avec des artistes. Et à 3 heures de l'après-midi, 3 heures moins le quart, j'ai senti une envie démesurée, alors que mon avion était à 23 heures, une envie d'être à l'aéroport, de trouver un avion pour rentrer à Barcelone beaucoup plus tôt, et une envie d'être proche de lui. Voilà, je savais qu'il était arrivé le matin, et je décide de tout laisser. J'étais dans un bel hôtel, j'étais bien. Je dis non, je pars à l'aéroport. Et dans le taxi, je reçois son appel et il me dit ne te mets pas en colère, je suis, si ça allait me mettre en colère, ne sois pas fâché, je viens de faire un infarctus, voilà. Et j'ai passé 7 heures à l'aéroport, il n'y avait pas d'avion, 7 heures à attendre avant d'être prévu. Et je peux vous dire que la petite minute où il m'a dit je ne veux pas mourir et je ne veux pas te perdre, et je me confie à vous là, il s'est passé des choses dans ma tête. La seule chose qui est apparue au bout de, une fraction de seconde, c'est j'ai confiance, il va dépasser ça. Je suis absolument sûre que ça a du sens pour lui et pour moi. Voilà les 3 pensées qui sont arrivées au bout de, 2-3 secondes où j'ai eu des larmes parce que l'émotion était là et que ça m'a bouleversée que l'homme que j'aime me dise ça et que je me suis sentie submergée. Et ensuite, je me suis dit, mais mon Dieu, quelle chance j'ai, je voyais plus ça, je voyais plus cette chance-là. Et ensuite, le calme et la stratégie. Appeler des personnes adéquates pour qu'on puisse aller le voir, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la peur n'a pas duré. Elle a duré 2-3 secondes. Le temps que le corps exprime mon humanité et ma sensibilité et l'amour que j'ai pour lui, etc. Mais tout de suite derrière, je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il va le faire. Je sais que c'est pas son moment. La confiance et de la certitude. Et c'est pas parce que je suis un être confiant et sûr, c'est parce que j'ai les circuits, parce que j'entretiens ces circuits. Et bien sûr, je suis un être optimiste, mais parce que j'ai toujours dans ma vie entretenu ces circuits. Avant le Seine, je le faisais avec d'autres choses, avec mon art, avec ma patience qui me permettait de faire des choses et qui me donnait de la certitude et du courage et de la détermination. Mais j'étais pas efficiente parce que ce n'était pas reproductible, alors qu'aujourd'hui j'ai un outil qui est reproductible. Et là, j'ai vu vraiment les bénéfices d'avoir une certitude inébranlable. Et de l'avoir dans tous les domaines de ma vie a fait qu'au moment où j'en ai eu besoin, au lieu de basculer vraiment dans un drame, c'est pas pour ça que j'ai pas appelé ma famille et que j'ai pas été émue, etc. Mais j'ai été émue au moment où je me connectais à leur émotion.
Quand je dis ému, c'est ému négativement, c'est-à-dire fragilisé. Et quand j'étais émue, après ça, je sentais mon envie de vivre, mon envie qu'il vive, mon envie de le voir vivre, ma certitude que ça allait être fait, que ça serait fait. Et donc, tous ces éléments-là, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous avez une peur et que vous ne pouvez pas faire tourner cette énergie de la peur, cette énergie va se cristalliser au niveau de votre corps et ça va devenir votre référentiel, votre norme. C'est normal d'avoir peur. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on accumule les peurs comme on accumule des perles autour d'un fil en forme de collier. C'est-à-dire qu'on nous oblige à avoir des peurs. C'est-à-dire qu'on est, même s'il y en a qui sont justifiées, c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans une société qui est d'un niveau de complexité qui fait que notre compétence est souvent challengée et nous fait basculer dans des peurs de ne pas pouvoir, de ne pas savoir, de ne pas avoir le temps d'apprendre, etc., etc. Donc, je vais essayer de basculer sur l'autre écran. Voilà. Ce qui est très important, c'est de comprendre que si vous n'arrivez pas à faire tourner votre peur, vous allez vous retrouver dans votre vie avec la frustration et de la colère. Et vous dites, ouais, je suis quelqu'un de coléreux, moi. J'ai pas ce que je veux, j'aime pas, ce que j'ai, je l'aime pas, je suis frustrée. Et en réalité, votre frustration et votre colère sont des ambassadeurs d'une peur cachée. Sont les ambassadeurs de peur que vous ne traitez pas et que vous ne faites pas tourner pour les dépasser. Et donc, vous reproduisez des schémas de frustration, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la vie spirituelle, votre chemin de vie, que ce soit dans votre vie sociale. Et tout cela, c'est très important de le comprendre. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros? Merci. Alors, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Est-ce qu'il serait possible que cette personne éteigne son micro, s'il vous plaît? C'est un micro dessiné en bas à gauche de l'écran avec un niveau de vert qui bouge dedans et il y a écrit muet en dessous. Vous cliquez dessus et le micro va se bloquer automatiquement et tout seul. Merci, c'est très gentil. Et donc, dès que vous aurez su faire tourner votre frustration en allant chercher tout ce qui vous a satisfait dans votre vie, tout ce qui vous met dans de l'appréciation pour la personne que vous êtes. Quand vous allez commencer à basculer de la colère à la satisfaction, basculer dans la détermination depuis votre colère, eh bien, vous allez changer le rythme interne de votre corps. Le rythme de votre système nerveux va changer. Et à partir de ce moment-là, vous allez passer du rythme bêta, bêta supérieur de la peur, au rythme alpha. Et ce rythme alpha va être un rythme qui va vous faire effacer vos peurs. Parce que quand vous êtes en alpha, aucune peur ne peut vous occuper. Vous n'êtes pas capable d'entrer dans les raisonnements de la peur. C'est étranger à vous. C'est quelque chose qui vous est complètement étranger. Et si vous n'arrivez pas à faire tourner cette frustration et cette colère, votre système nerveux qui a proposé ce rythme yang pour vous alerter d'une peur, va basculer un peu plus bas. Il va basculer en activant votre rythme yin de culpabilité et d'impuissance. Et quand on en arrive là, on est bien plus profondément dans de la détresse puisqu'on se sent coupable et on est impuissant face aux situations de notre vie. À ce moment-là, on est en train de vivre une séquence yin, c'est-à-dire la partie féminine de notre système nerveux. Et quand vous êtes dans votre vie, très souvent, vous avez un sentiment de culpabilité ou d'impuissance. Posez-vous la question. Vis-à-vis de quelle autorité vous vous sentez coupable?
Vis-à-vis de qui vous ne vous sentez pas à la hauteur? Vis-à-vis de quelle création vous ne vous sentez pas à la hauteur, au point que cette création devienne votre autorité? Quel est en vous les dons et les talents que vous n'activez pas? Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important d'identifier. Parce qu'une fois que vous allez commencer à vous demander et à vous reconnaître, à vous apprécier, à être dans la fierté, à être aussi dans la pleine puissance, dans le plein potentiel et dans la détermination dans votre vie, vous verrez que vous allez changer de rythme au niveau de votre système nerveux. Et à ce niveau-là, vous allez vous retrouver de nouveau à un autre niveau de fréquence et d'onde au niveau de votre système nerveux. Et là, vous pouvez tourner cette culpabilité et cette impuissance, et vous allez pouvoir remonter graduellement vers votre niveau de certitude, celui dont vous avez besoin, en changeant le rythme de votre système nerveux. Et ça, c'est une clé essentielle. Sinon, après la culpabilité et l'impuissance, ce sera la dépression. Et la dépression a cette complexité que vous avez finalement enregistré comme référentiel et normalité les 4 rythmes que je viens de citer. C'est normal pour vous de vous sentir coupable et impuissant. C'est normal pour vous d'être en colère et d'être frustré. Et c'est normal d'être en colère contre vous parce que vous êtes coupable et que vous vous sentez comme tel et que vous ne pouvez rien y faire. Et donc, vous devenez fataliste et donc vous jetez l'éponge et donc vous devenez celle qui s'abandonne ou celui qui s'abandonne et qui se rejette et vous rentrez dans un espace dangereux parce que vous devenez votre propre ennemi. Là, s'il y a des médecins, ils savent, ils peuvent interpréter ce qui peut se passer au niveau du système immunitaire, au niveau des allergies, au niveau des maladies auto-immunes, etc. Ça peut aller très loin. Après, le corps va chercher à vous dire des choses. Mais arrête d'avoir peur. Mais arrête d'avoir peur de dire ce que tu penses. Arrête d'avoir peur de faire ce que tu veux dans la vie. Arrête d'avoir peur des autres. Arrête d'avoir peur de la maladie. Arrête d'avoir peur. Autorise-toi. Donne-toi des plaisirs. Va jusqu'au bout de tes visions, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que la peur est un piège. Parce qu'en fait, c'est que de l'énergie. Que si on a le courage de se confronter à ces peurs et d'aller voir les bénéfices et les inconvénients à l'intérieur, c'est moche de dire ça. Hein, c'est moche de dire ça parce que dire que oui, moi j'ai peur de perdre mon fils, mais il y a des bénéfices et des inconvénients là-dedans, il y a plein de gens qui sont choqués, c'est normal. Mais c'est un job à faire parce que le but c'est de garder et le fils, et l'amour du fils, et la joie de l'amour, et la vie, et l'expérience, et de célébrer, et d'être là, yahoo, tous ensemble en train de fêter la vie. Donc il y a un prix à payer, le prix minimum c'est d'aller faire ce job vis-à-vis de soi-même et d'éviter que ça se transforme en frustration, en colère et puis plus loin en impuissance, culpabilité, encore plus loin en dépression et ça peut aller jusqu'au burn-out. Et là, bien là, c'est les grands moyens et il faut à ce moment-là des spécialistes autour de la personne pour pouvoir la remonter au niveau physiologie. Avoir bien entendu les outils pour la physiologie du stress avec des chiropracteurs, des scientifiques qui vont pouvoir proposer une hygiène de vie adéquate, des thérapeutes qui vont être adéquates et des spécialistes des émotions qui vont faire en sorte que la personne ne reproduise pas les mêmes schémas. Donc, tout ça, c'est un ensemble, c'est une architecture exactement comme vos peurs. Et la seule chose, c'est qu'il faut vraiment comprendre que c'est une construction. C'est une création pour vous défendre des lions, des crocodiles et de vos propres lions et de vos propres crocodiles, si on voulait être drôle, dans quelque chose qui n'est pas drôle du tout, parce que les gens qui vivent dans la peur sont des gens qui sont non seulement malheureux, mais qui ont tendance à développer une autorité insoutenable pour que finalement cette peur, et ça c'est totalement subconscient, et quand je dis pour, c'est pas pour, c'est une conséquence, c'est que leur peur se reflète dans l'environnement sous forme de nouvelles peurs et de personnes apeurées et de personnes soumises à ces peurs. Et c'est pas la chose qu'on puisse souhaiter aux gens qu'on aime, et bien entendu que c'est pas ce que je vous souhaite. Ce que je vous souhaite, c'est
d'arriver à être comme des petits chercheurs qui cherchent à retirer quelque chose d'une peur, puis une autre chose, de tenter l'expérience, d'avoir le courage de s'autoriser à regarder ses peurs dans les yeux et de dire « je te remercie, tu as été bon serviteur pour m'autoriser à révéler qui je suis, quoi je peux faire pour moi et pour les autres, et de relancer la machine dans une direction toute différente. » C'est une construction, ce n'est pas une seule personne qui peut le faire, ça peut se faire en coaching, ça demande, suivant le niveau de profondeur du désarroi des personnes, de toute façon de l'espace-temps, mais c'est quelque chose qui se fait et qui fonctionne et qui, même chez des personnes qui ne sont pas terrorisées dans leur vie, mais qui ont peur de changer de métier, peur d'évoluer dans leur talent. Je travaille avec des artistes, je travaille avec des entrepreneurs, je travaille avec des coachs, avec des formateurs, avec des scientifiques. Je peux vous dire que la peur, elle est partout. Après, il y a un niveau de peur et une chronicité et une diversité de peur qui fait que la personne se retrouve enfermée dans un mécanisme, un rituel qui s'appelle la peur, qui devient son référentiel. C'est une addiction. Le corps est addict à cette façon de se connecter aux autres et à la réalité. Et puis la peur vous permet d'avoir des excuses. Ça vous permet de ne pas vous autoriser, donc ça vous permet de ne pas pouvoir, et c'est du sabotage. Et se libérer de ses peurs, c'est se dire la vérité, parce que la peur est un mensonge, et le mensonge vous maintient dans l'obscurité, et quand vous êtes dans l'obscurité, vous ne vous voyez pas, vous ne voyez pas les autres, et vous n'avez qu'une envie, c'est de mourir d'ennui, ou de mourir de solitude, ou de mourir d'incompétence. Et vous êtes votre propre bourreau. Alors, qu'attendez-vous pour prendre les rênes de votre vie et de vous dire « Oh mon Dieu, mais waouh, ok, eh ben, j'accepte. J'accepte. De toute façon, je ne vais pas refaire l'univers. Je sais qu'un jour, je vais mourir. Je le sais. J'accepte. Le plus tard sera le mieux, dans les meilleures conditions, et en ayant la plus belle vie que possible pour m'honorer moi et mes parents, ok. Donc, il est important pour vous de prendre conscience de tout ce mécanisme et de toute cette richesse derrière la peur. C'est juste un pont qui peut vous permettre de vous dépasser pour la première fois dans votre vie de façon interne. Et de façon consciente, parce qu'on a l'habitude de se dépasser et puis on s'en rend jamais compte au point d'avoir peur un jour de ne pas pouvoir le faire. Et en fait, on l'a toujours fait. Et cette première confrontation avec la peur peut être une clé essentielle. N'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous. C'est pas vos résultats, c'est vous en interne, parce que c'est votre interne qui va se refléter dans l'environnement et qui va créer votre réalité sous la forme de ce que vous êtes en interne. Donc, si vous êtes rongé par la peur, vous allez vous créer une réalité terrorisante et pleine de contraintes qui vont à chaque fois accélérer votre rythme et vous faire peur. Si vous êtes quelqu'un qui avait dépassé la perception de vos faiblesses et que vous avez vu et que vous voyez tous les jours vos capacités et vos pleins potentiels, je vous garantis que la vie va venir servir ça et que vous allez être bluffé par les transformations. C'est pas moi qui le dis, à part mon vécu, mais c'est aussi toutes les personnes avec qui j'ai eu le privilège de travailler et celles avec qui je travaille, même si pour certaines c'est très difficile, c'est dur, mais il y a les millimètres qui sont là. Ces millimètres deviennent des centimètres, des mètres et parfois des kilomètres. Et je peux vous dire que quand on en arrive là, eh bien, le temps n'a pas compté en définitive parce qu'on se dit « Waouh, j'aurais jamais pu faire ça si je n'avais pas fait le premier pas avec ma première peur. » Et pour commencer, eh bien, c'est de gérer votre bien-être chaque jour. Parce que dès que vous faites ça, vous échappez à vos peurs. Je vous embrasse tous. Merci d'avoir été là avec moi ce soir sur un horaire non prévu, une journée non prévue. Je suis honorée de vous avoir eu. Je suis ravie de vous avoir à mes côtés. Alors, vous savez que je serai à Bruxelles le 1er avril. Bon, pour ceux que je verrai, je vous embrasse déjà tous, même si on ne s'embrasse pas à Bruxelles et si on se voit de 1 mètre de distance. Mais ne vous inquiétez pas, on sera là pour vous servir. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée.
et commencez à voir tout ce que vous avez fait de magnifique et la personne magnifique que vous êtes. Je vous souhaite une très très belle soirée. Bisous à vous. Belle soirée. Merci encore. À très bientôt. Merci Déborah. Merci Viviane. Merci Razala. Et tous ceux que je n'ai pas vus et qui verront cette vidéo en différé. Merci à vous. Je vous souhaite une très très belle semaine.